Bonjour à toutes et à tous, c'est un US Open complètement fou que nous sommes en train de vivre. La Terre a de nouveau tremblé à New York cette nuit avec l'élimination de Novak Djokovic. Merci d'être fidèle au rendez-vous de ce jeu, c'était podcast quotidien. Merci David de Sourou de m'accompagner tout au long de cette quinzaine de l'US Open pour analyser, décrypter ce qu'il s'est passé chaque jour. Et bien sûr, merci à vous, fidèles auditeurs, de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à nous partager vos émotions, vos ressentis sur les réseaux sociaux et à regarder, si vous en avez envie, cette quotidienne sur YouTube. Alors, avant de parler de cette énorme surprise dans le tableau masculin, David, on va bien sûr s'attarder sur cette magnifique performance d'Elise Mertens au troisième tour. La Belge est en huitième de finale après avoir battu Madison Keys en 3-7. 6-7, 7-5, 6-4 et près de 3 heures de match. Elise a été forte mentalement parce qu'elle a perdu le premier set 7-6 après avoir eu 5 balles de set. Il fallait pouvoir se relever de cette désillusion et elle l'a fait. De son côté, Madison Keys s'est montrée très irrégulière avec notamment 69 fautes directes. Quel beau moment nous a fait vivre Élise. Les plus fervents supporters et supportrices d'Élise sont allés se coucher aux alentours de 4h30 du matin, mais franchement, ça valait vraiment la peine de peu dormir parce que Élise nous a sorti un match vraiment de feu et ça a été un énorme plaisir que de la voir jouer à un tel niveau. Donc Élise s'est exprimée à la Fédération belge Tennis Belgium et leur a confié ceci. Après la perte du premier set, j'ai continué à me battre en me concentrant surtout sur mes jeux de service. Je suis ravi d'avoir pu l'emporter, c'est une très belle victoire. C'est souvent tout ou rien avec Madison Keys, c'était donc à moi de la déstabiliser en ralentissant et en variant le jeu, notamment avec mon slice. Cela a porté ses fruits. C'est le moins qu'on puisse dire à Christelle. Ouais, et pour son 9e US Open, Elise Mertens, notre métronome en Grand Chelem, disputera donc les huitièmes de finale pour la 5e fois à Flushing Meadows, après 2018, 2019, 2020 et 2021. Et vous me voyez regarder vers le haut parce qu'en fait, j'ai mon écran là où il repasse les meilleurs temps de la nuit et je vois justement Elise qui serre la main de Madison Keys. Alors, un match de gala l'attend, puisqu'elle sera opposée à la tornade Aryna Sabalenka, numéro 2 mondiale, son ancienne partenaire de double et qui l'a déjà battue 7 fois en 9 confrontations. Les 2 seules victoires d'Elise Mertens remontent à 2018 et sa dernière défaite remonte à l'Australian Open en 2023. Notre numéro 1 belge avait pris 6-2, 6-3. Ça va être un tour compliqué, c'est sûr, mais au vu des surprises que cet US Open nous a déjà réservées, tout est possible. Et justement, par rapport à ce duel contre Sabalenka, Elise Mertens a déclaré, donc toujours à Tennis Belgium, c'est pour ce genre de match qu'on joue au tennis. J'ai eu ma dose de cogneuse dans ce tournoi. Il faudra ne pas se laisser dominer et tenter de la faire bouger le plus possible. Je n'ai rien à perdre. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors, comment va devoir jouer Elise Mertens pour inquiéter la cogneuse bélarusse? Est-ce qu'elle en a les armes? Ce sont des questions que j'ai voulu poser à Philippe Dehaze, notre consultant spécialiste qui passe de nombreuses semaines par an sur le circuit WTA et connaît donc très bien ces deux joueuses. Je te propose de l'écouter. On va pas se mentir, c'est un match difficile pour Elise Mertens qui affronte une Sabalenka qui est plutôt en forme, hein, parce que faut-il le rappeler, elle vient de gagner Cincinnati la semaine dernière en ne perdant pas un set. Mais plus que ça, je dirais qu'elle arrive aussi plus fraîche physiquement et mentalement que l'ensemble de ses adversaires, puisqu'elle n'a pas joué Wimbledon et elle n'a pas non plus joué les Jeux Olympiques. Chez les hommes, quand on voit les résultats d'Alcaraz et de Djokovic sur cette tournée américaine, on peut quand même s'interroger sur l'énergie qu'ils ont laissée cet été à Paris. Donc Sabalenka arrive à l'US dans un tournoi qu'elle apprécie plus que les autres. Elle est toujours au moins chaque fois en demi-finale, en tous les cas sur les 3 dernières éditions, parce que c'est un tournoi qui lui convient très très bien. La surface est plus rapide qu'ailleurs aussi, et donc ça donne encore plus d'impact à son jeu, qui est surpuissant. Il faut vraiment se rendre compte de ça, c'est qu'elle frappe plus fort que certains hommes. Elle est capable de servir régulièrement à plus de 190 km/h. Elle est très très agressive au retour de service. Donc elle laisse finalement peu de place à l'adversaire pour essayer d'exprimer
son jeu, ou en tous les cas d'essayer de mettre des choses en place tactiquement. Mais alors tactiquement, il y a quand même des choses à faire. C'est évidemment d'essayer de ne pas lui donner de rythme. Donc ça, c'est un peu l'idée. Et là où Elise Mertens peut en coup droit de temps en temps un peu avoir des difficultés, peut-être que contre le match de Sabalenka, ce coup droit qui peut être un peu défaillant peut-être lui rendre service, parce que c'est sûr qu'elle va ne pas lui donner de rythme, essayer d'arrondir, de jouer haut, de jouer plus haut. Il va falloir y mettre de la longueur aussi, et du côté revers, de mettre du slice aussi, même si Elise Mertens a un magnifique revers, et que le revers de long ligne, par exemple, d'Elise Mertens, c'est un point fort. Mais donc, il va falloir essayer de ne pas donner trop de rythme, mais aussi être très agressive. Donc, bien servir, comme l'a fait Alexandrova. Bien servir, c'est la clé. Si Elise Mertens sert bien, elle peut espérer peut-être aller au tie-break. Et on sait que dans un tie-break, tout est possible. Bien retourner, mais surtout les deuxièmes balles de service, parce que sur les premières de Sabalenka, Elise Mertens n'aura pas beaucoup d'options, mais sur les deuxièmes balles, en tous les cas, essayer de la faire bouger, de lui rentrer dedans, de la faire courir, et du fond, tenir le mieux possible, sans donner trop de rythme, et puis dès qu'il y a une occasion qui se présente, évidemment l'agresser avec beaucoup de violence. Match difficile, mais on est dans le tennis féminin, on sait que tout est possible. Et pour terminer, je dirais qu'il y a quand même un petit point faible du côté de Sabalenka, c'est ce côté un peu émotif de temps en temps qui peut la submerger. Elle est capable à un moment donné de perdre un peu le fil, notamment au niveau du service. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faudra aussi, dont il faudra tenir compte. Peut-être espérer aussi que Sabalenka tremble un tout petit peu pour donner le maximum de chances à Elise de s'en sortir. Et la périlleuse mission d'Elise Mertens face au rouleau compresseur Aryna Sabalenka, qui a encore sévi cette nuit face à Ekaterina Alexandrova. Le match s'est terminé tôt ce matin, heure belge, et après un début de match un peu poussif, où elle a perdu le premier set 6-2, elle a commis beaucoup d'erreurs. Eh bien, la Bélarusse a trouvé la clé, et là, elle a déroulé 6-2, 6-1. Sabalenka a expliqué lors de son interview d'après-match qu'elle avait dû attendre longtemps que le match de Djokovic face à Popyrin se termine avant de pouvoir monter sur le court, et qu'elle était donc un peu tendue, un peu nerveuse. Bon, ça n'aura duré qu'un set. C'est déjà la 42e victoire en 2024 pour Sabalenka, et elle reste bien sûr l'une des immenses favorites de ce tournoi. Et une autre grande favorite de ce tournoi, la tenante du titre Coco Gauff, elle aussi a mis du temps à réellement se relâcher contre l'Ukrainienne Elena Svitolina, qui n'est autre que l'épouse de Gaël Monfils. Aujourd'hui 28e mondiale et demi-finaliste à New York en 2019. J'ai suivi ce match, et dans le premier set, face à un public qui forcément était vraiment acquis à sa cause. L'américaine, à 20 ans, je le rappelle, a commis énormément de fautes directes. On en a dénombré pas moins de 16 uniquement sur ce premier set, ce qui a forcément facilité la tâche de Svitolina, qui a remporté la première manche 6-3 après avoir gagné 11 points consécutivement. Et la troisième mondiale a breaké Svitolina à 2-2 dans le deuxième set pour ne plus lâcher son service et revenir à un set partout avant de s'envoler dans le set décisif, même si elle s'est fait une frayeur à 5-2, 40-0 avec deux doubles fautes consécutives, Coco Gauff, mais elle a fini par conclure sur sa 4e balle de match, et ce coup droit dans le filet de Elina Svitolina. Score final 3-6, 6-3, 6-3. Oui, pour l'américaine, c'est déjà une 60e victoire en Grand Chelem, dingue, à 20 ans. Et Coco Gauff, surtout, devient la joueuse qui a remporté le plus de victoires à l'US Open en simple dame au cours de ce siècle, avant d'avoir 21 ans. Elle a égalé Coco Gauff, Maria Sharapova et Serena Williams avec 17 victoires. C'est dingue. Oui, et tu m'as aussi glissé une stat intéressante hier, c'est que l'américaine est la plus jeune joueuse à remporter 10 matchs consécutifs en simple dames à l'US Open depuis Serena Williams. Elle avait eu 11 victoires consécutives entre 1999 et 2000. Et puis, autre statistique super intéressante, tu es le roi de la stat, David. Voilà 10 ans C'est gentil. qu'aucune femme n'a réussi à reconduire son titre à l'US Open. La dernière en date se nommait Serena Williams, c'était en 2012 et 2013. Donc elle pourrait encore battre ce record, Coco Gauff. La voilà en huitième de finale de cette US Open pour la 4e fois déjà, à seulement 20 ans, je le répète. Elle aura pour adversaire sa compatriote Emma Navarro, 12e mondiale, qui, elle, s'est imposée au terme d'un match très intéressant à suivre. J'ai également eu l'occasion de le regarder
Et franchement, Marta Kostyuk peut avoir des regrets parce qu'elle menait 3-1 dans la troisième manche avant de s'effondrer et finalement perdre en 3-7. Donc voilà, Emma Navarro et Coco Gauff se retrouvent en huitième de finale, comme lors du dernier Wimbledon d'ailleurs, où là, Emma Navarro avait battu Coco Gauff. Donc tout est jouable. Plus tôt dans l'année, au tournoi d'Auckland, au mois de janvier, Gauff s'était imposé en demi-finale. Cette rencontre s'annonce vraiment indécise, même si Gauff part pour moi avec un léger avantage dû notamment au fait qu'elle a plus d'expérience des matchs en jeu. Ouais et puis qu'elle défend son titre et qu'elle y est, à mon avis, très accrochée. Mais c'est vrai que cette Emma Navarro, elle est surprenante, depuis le début de la saison. Alors au quatrième tour, on aura un remake aussi de la finale des derniers JO avec ce match entre la Chinoise Qin Wenzheng et la Croate Donna Vekic qui a, éliminé un Great Minen. Zheng, médaillée d'or à Paris, n'a mis qu'1 heure 21 pour se débarrasser de l'Allemande Jules Niemeyer, 101e mondiale, sur un score assez sévère, 6-2, 6-1. Au moment de préfacer cette US Open, hein, tu m'avais dit que tu faisais de Qin Wenzheng vraiment une de tes favorites au sacre et force est de constater que la chinoise, elle ne perd pas de temps en route et elle devra, si elle veut l'emporter, battre Sabalenka. On n'en est pas encore là, mais elle me fait vraiment très très forte impression. Et elle est aussi devenue, ça c'est une stat intéressante aussi à donner, elle est devenue la deuxième joueuse chinoise donc de l'Air Open à atteindre 2 quatrièmes tours consécutifs en simple féminin à l'US Open après Nali, rappelle-toi de Nali, qui elle avait signé Mmh. cette stat en 2008-2009. Elle était coachée d'ailleurs, Nali, par, Carlos Rodriguez, Oui, coachée par le Carlos coach de Rodriguez à Justine Henin. l'époque. Et de son côté, la Croate Donna Vekic, hein, elle a mis un peu plus d'1 h 30 pour s'imposer contre une Américaine, Stearns, 22 ans et 47e mondiale. Vekic l'a emporté 7-5, 6-4. Et voilà qu'elle a l'occasion de prendre sa revanche sur la dernière finale des JO et de rejoindre les quarts de finale de cette US Open, chose qu'elle est déjà parvenue à faire en 2019. Alors, la, surprise roumaine de ce tableau, hein, Elena Gabriela Ruse, 122e mondiale, qui avait éliminé Barbora Krejcikova, vainqueur à Wimbledon. Elle n'est pas passée loin, de créer une autre surprise et d'accrocher une autre tête de série à son tableau de chasse. Paola Badosa a en effet dû s'employer pour s'en sortir au bout de 2 heures 35 de combat au super tie-break du troisième set. Score final donc 4-6, 6-1, 7-6 pour Paola Badosa et chapeau bas à la performance d'Elena Gabriela Ruse dans ce US Open. Oui, sortie des qualifications, donc elle a enchaîné 5 matchs. Elle a fait plus que douter l'Espagnol, qui a bien plus d'expérience qu'elle en Grand Chelem, vu que Badoza ne s'est imposé que 18 au super tie-break. Mais avec ce succès, elle est devenue la 5e joueuse espagnole de l'Air Open à atteindre les 8e de finale dans chacun des 4 tournois du Grand Chelem. Avant elle, des joueuses bien connues, hein, ils sont parvenus, je pense à Aranxa Sanchez, Vicario, à Conchita Martinez, à Carla Suarez Navarro et Garbinier Muguruza, qui a mis un terme à sa carrière et qui était entraîné par Sam Sumik, que tu as eu l'occasion Mmh. d'interviewer à l'une ou l'autre reprise. Et c'était vraiment des podcasts très riches d'enseignements. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion, en tout cas, d'écouter Sam Sumik au micro de Christelle, je vous invite vraiment à aller réécouter ces épisodes parce que c'est un fameux coach et un fameux personnage, hein, Sam Sumik. Fameux personnage et je lui avais demandé lorsque Garbinier Muguruza a pris sa retraite cette année de commenter un petit peu effectivement les années passées à ses côtés et il vaut la peine, tout comme un Christophe Ligon, ce sont des sacrés cocos à interviewer. Mais moi, je suis très contente de voir, Paola Badosa, à ce niveau-là et au prochain tour, elle a un bon coup à jouer parce qu'elle jouera la Chinoise de 30 ans, Yafan Wang. Wang, c'est elle qui avait affronté Maria Sakkari, hein, au premier tour. La Grecque avait malheureusement été contrainte à l'abandon après la perte du premier set en raison d'une blessure à l'épaule droite. Wang, elle est 80e mondiale. Elle a ensuite sorti la Française Diane Perry. Et hier, elle s'est offert une autre tête de série, Victoria Azarenka, battue 6-4, 3-6, 6-1, après 2 heures 24 de jeu. Beau parcours pour Yafan Wang, une des nombreuses Wang du tableau.
Comme tu le disais, il y en avait 4 dans ce tableau féminin, rien que ça. Et cette Chinoise de 30 ans, surprenante, hein, elle fait un peu le tournoi de sa vie, ou presque, j'ai envie de dire. En tout cas, hier, elle a enregistré déjà sa 5e victoire contre une joueuse du top 20. Et pour la première fois, surtout, elle a remporté 2 victoires contre une joueuse du top 20. Donc Sakkari, puis hier Azarenka dans un même tournoi. Donc joueuse qu'on n'attendait pas du tout là, mais qui est en deuxième semaine d'un grand chelem et qui n'aura rien à perdre contre Paula Badoza. Toujours discrète, hein, ces joueuses chinoises. Et on arrive au chapitre des hommes avec la bombe du jour. C'est évidemment l'élimination de Novak Djokovic, le tenant du titre à New York, alors que la voie de la finale était relativement dégagée pour le numéro 2 mondial. Mais coup de tonnerre, le récent vainqueur du Masters 1000 de Montréal, Alexei Popyrin, 28e mondial, a surpris tout le monde en éliminant le Joker en 4-7. 6-4, 6-4, 2-6, 6-4. Alors là, personne ne l'a vu venir, hein. Je suppose que toi non plus, Christelle, parce que tu avais fait de Djokovic vraiment ton favori, si je me Ouais. rappelle bien, quand on a pronostiqué nos futurs vainqueurs. Moi, je Ouais. constate que je suis toujours bon, hein. Je veux pas me jeter des fleurs, mais j'avais dit Sinner, Alcaraz, maintenant Ouais, Djokovic c'est aussi. ouais, c'est vrai, tu as pioché le bon sur les 3, J'ai pêché à le mon bon sur avis. les 3, j'avais dit Sinner et Sabalenka chez les dames. Mais pour revenir au Mais match sauf que de... je t'ai pas dit que j'avais un nouveau, bon, je sais bien qu'on n'a pas le droit de changer en cours de route, hein, mais maintenant mon nouveau pronostic, c'est David qui remporte son 1er titre du Grand Chelem. Voilà, Oh bah écoute, alors je le dis là, ici, 12h03 le 31 août. J'espère pouvoir repasser cette séquence, dans quelques jours. c'est tout ce que je souhaite également. Mais t'avais dit Djokovic ou Alcaraz, toi, je ne sais plus. J'avais dit, Alcaraz, je pense. T'avais Il dit faudrait que je Alcaraz, ouais. réécoute. Oui, t'as déjà Ouais, parce perdu. que je m'étonnerait que je mette mon favori à côté de Djokovic, mais peut-être, je pense que j'avais dit Alcaraz, mais je vais voir, j'avais déjà perdu hier de toute façon. Mais t'as déjà perdu quoi qu'il en soit, ouais. Et pour revenir au match, ce match entre Djokovic et Popyrin, hein, qui s'est aussi terminé au beau milieu de la nuit, hein, bien tard, vu que de toute façon c'était une night session, donc il fallait veiller tard ou tôt, c'est selon. Popyrin, il a réalisé le break à 4-4 au terme d'un jeu somptueux dans ce premier set. Il a pris vraiment tous les risques avec son excellent service, hein. Il a aussi un coup droit qui est fracassant. Puis dans le deuxième Oui. set, le Serbe a un peu perdu pied, breaké dès le 5e jeu. Il a eu un sursaut dans le 3e set qu'il a emporté 6-2. À ce moment-là, je me suis dit, Djokovic va faire du Djokovic. Il a un genou à terre, mais il n'est pas encore complètement couché. Il va pouvoir remonter et profiter de son expérience. Mais finalement, c'est pas arrivé. Il a encore cédé sa mise en jeu dans la 4e manche face à un Alexei Popyrin, conquérant et imperturbable. Et en conférence de presse d'après-match, bien Novak Djokovic, s'est exprimé. Il a reconnu la supériorité et le mérite de son adversaire, mais il a quand même réussi à dire: «Honnêtement, vu comment je me sentais et la façon dont j'ai joué depuis le début de ce tournoi, le 3e tour est un succès. Je veux dire, j'ai joué l'un des pires tennis que j'ai jamais joué, en servant de la pire façon de tous les temps». Voilà, ça c'est fait. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas dit qu'il avait joué le pire tennis de sa vie, Novak Djokovic. Je crois que la dernière fois, c'était à Wimbledon, quand il avait perdu contre Alcaraz. Je ne sais pas si tu as un souvenir, mais enfin oui, moi ça me fatigue des déclarations tout le temps, reconnais que vraiment Popyrin a été super, conquérant, il a osé tout, il n'a pas fait beaucoup de fautes, il en plus il avait déjà accroché Ouais, à ouais. l'Australian Open et à Wimbledon, il avait déjà eu 2 matchs super compliqués, où il avait perdu un set à chaque fois, le Serbe. Donc heu, après oui, peut-être qu'il n'était pas à son top, 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 on va pas, on peut polémiquer plus longtemps, ce n'est que mon humble avis. C'est vrai que c'est toujours pareil avec lui. Il ne sait jamais reconnaître à 100% la supériorité d'un adversaire. Et après, c'est vrai qu'il a commis beaucoup de fautes. Il a f des stats qui sont pas bonnes. C'est vrai qu'il sert très mal depuis le début du tournoi, le Serbe, et contre Popyrin, il a commis 14 doubles fautes. Et il est aussi en dessous de ses standards, hein, en termes de pourcentage de première balle, 58% face à l'Australien. Il y a quand même aussi une autre explication qui est la même que pour Carlos Alcaraz. Il a dépensé énormément d'énergie, c'est vrai, pour aller chercher une médaille d'or à Paris. Est-ce que ça n'a pas pesé dans sa préparation pour ce 4e Grand Chelem de l'année?
Ça, seul lui le sait, mais en tout cas, voilà ce qu'il a répondu en conférence de presse. Peut-être que c'était trop, mais c'est une surface différente. Je veux dire, évidemment, cela a eu un effet. Je suis arrivée à New York sans me sentir frais mentalement et physiquement, mais comme c'est l'US Open, j'ai essayé et j'ai fait de mon mieux. Je veux dire, je n'ai eu aucun problème physique, je me sentais juste à court d'essence et cela se voyait avec la façon dont je jouais dès le début, dès le premier match. Je ne me suis pas retrouvée du tout sur le court. Il est dans la forme de sa vie, hein, l'Australien de 25 ans. Il se souviendra longtemps de son été 2024 avec cette victoire sensationnelle sur le quasi-invincible Novak Djokovic. 15 jours après être devenu le premier Australien sacré en Master 1000 depuis Lleyton Hewitt en 2003 avec ce titre à Montréal. Ce titre, pour le décrocher, il avait battu Ben Shelton, Grigor Dimitrov, Hubert Hurkacz, Sébastien Corda et Andrei Roublev. Donc, c'est quand même, pas rien ce parcours qui a définitivement marqué un tournant majeur dans sa carrière et quand le prochain classement sortira, il sera au minimum 23e mondial, Alexei Popyrin, soit son meilleur ranking à ce jour. J'ai regardé, je m'emballe, mais je donne quand même aussi cette stat. S'il venait à aller au bout, ce qui serait une sacrée performance, il serait même 10e mondial. Mais là, je m'enflamme, on n'en est pas encore là. Mais ce qui est sûr, c'est que Popyrin a quand même un beau bébé d'1m96. Bah, il est performant sur toutes les surfaces, il se déplace très bien. Moi, ça fait un petit bout de temps maintenant que je le suis. Il est notamment passé par l'académie Mouratoglou. Il a d'ailleurs remporté Roland-Garros Junior en 2017 et 7 ans plus tard, donc ici en 2024, c'est la première fois de sa carrière qu'il rallie la deuxième semaine d'un Grand Chelem. Il est vraiment en train d'exploser, ce joueur. Il a mis un peu plus de temps qu'un Sinner ou qu'un Alcaraz à arriver vraiment au top niveau et à se faire sa place parmi les 30 meilleurs joueurs du monde. Mais là, il est vraiment dans une phase ascendante incroyable et il faut le rappeler, bah, son coach n'est autre que Xavier Malice. Il a aussi un deuxième coach qui est Nelvin Godwin. Et hier soir, ceux qui ont vu le match ont pu voir Lleyton Hewitt dans sa boxe, qui est aujourd'hui capitaine de l'équipe australienne de Coupe Davis. Popyrin, bah, justement pour maintenant passer un palier et évoluer au niveau qui est le sien, il s'est attaché aussi les services d'un psychologue du sport, parce que c'est vrai que son mental pouvait lui jouer des tours. Et donc, Alors s'il veut vraiment arriver top 10 mondial, je crois qu'il devrait plutôt aller avec Philippe Dehaze, parce que c'est bah, un écoute, ami de oui, Xavier Malice en plus. Donc il devrait changer de coach mental, moi je dis. Mais quoi qu'il en soit, cet US Open est complètement fou. Pour la 3e fois depuis le début de l'ère Open et la première fois depuis 24 ans, 2 des 3 premières têtes de série sont éliminées en première semaine et ce n'est que la 5e fois que cela arrive à Novak Djokovic depuis 2007. Tout tournoi du Grand Chelem confondu. Le numéro 2 mondial terminera sa saison sans titre du Grand Chelem. Ça, c'est la première fois que ça lui arrive depuis 2017. Alors, Andrei Roublev a été le premier à rejoindre les huitièmes de finale durant cette 5e journée à New York. Et c'est la 3e année consécutive qu'il parvient à rejoindre les huitièmes à New York face à Jiří Lehečka, un adversaire qui l'avait battu en mars à Indian Wells. Eh bien, Roublev s'est montré sérieux du début à la fin. Pas de pétage de plomb, pas de raquette sur les genoux ou sur la tête pour l'emporter 6-3, 7-5, 6-4 en un peu plus de 2 heures de jeu. j'ai suivi cette rencontre et je m'attendais franchement à un match beaucoup plus accroché. Le score, voilà, Oui. 6-3, 7-5, 6-4 n'est pas non plus trop sévère pour les HK, mais le Tchèque n'a jamais su trouver la solution pour embêter Roublev, qui a été franchement assez, même très serein du début à la fin. Roublev, bah, c'est un joueur qu'on ne présente plus, un 6e mondial aujourd'hui. C'est vraiment un joueur qui est habitué au quart de finale en Grand Chelem. Il en a déjà disputé 8 dans sa carrière, dont 3 tout de même à l'US Open. C'était en 2017, 2020 et 2022. Mais il n'arrive pas pour le moment à franchir l'étape quart de finale, vu qu'il est toujours à la poursuite d'une demi-finale en Grand Chelem. Est-ce que ce sera pour cette année ?
Avant de répondre à cette question, il devra surtout se débarrasser de Grigor Dimitrov, hein, un autre joueur qui est toujours souvent en deuxième semaine de Grand Chelem, hein, Grigor. Et Roublev mène 4-3 contre le Bulgare, donc très très beau match à suivre. Oui, et Grigor Dimitrov qui, aimerait lui aussi, hein, désespérément rejoindre un jour la finale d'un tournoi du Grand Chelem. Alors entre les 2, on se rappelle qu'en 2017, Roublev avait battu Dimitrov en huitièmes de finale à New York, avant de céder face à Rafael Nadal. Dimitrov, dont le meilleur résultat à l'US Open reste une demi-finale en 2019, n'a pas éprouvé de difficulté pour, renverser Talon Griekspoor, entraîné par notre compatriote Christophe Vliegen. Le score est sans appel, 6-3, 6-3, 6-1. Et ça, c'est aussi un résultat qui m'a vraiment étonné. Je pensais qu'il y aurait combat entre Dimitrov et Griekspoor. Et un autre joueur qui n'a pas éprouvé de difficultés et qui n'a pas perdu trop de temps en route pour passer au tour suivant, c'est Taylor Fritz, qui est d'ailleurs devenu le premier Américain depuis André Agassi en 2001, donc rendez-vous compte, il y a 23 ans, à atteindre au minimum les huitièmes de finale des 4 tournois du Grand Chelem sur une année, grâce à son succès 6-3, 6-4, 6-2 contre un joueur, c'est vrai qu'on n'attendait pas là, hein, qui avait sorti Hugo Humbert au tour précédent, c'est l'Argentin Francisco Comezana, 108e mondial. J'ai suivi le match et là, ça a été assez expéditif, hein. On a vraiment senti la différence de niveau entre les deux. Fritz, maintenant, un huitième de finale compliqué, hein, face à un adversaire qu'il connaît bien, Casper Ruud, qui avait battu Fritz en huitième de finale lors du dernier Roland-Garros. Ouais, Casper Ruud, tombeur de Jun Chengshang après un combat en 5-7 et alors qu'il était mené 2 manches à rien par ce jeune Chinois de 19 ans qui se retrouvait pour la première fois dans le tableau final de l'US Open. Je t'avais dit que je le voyais vainqueur, hein, moi, ce Chang. J'y ai cru après les 2 premières manches. Je me suis dit: «Yes, je vais, créer la surprise». Bon, évidemment, Casper Ruud, a finalement, trouvé, la clé pour, renverser la vapeur et après avoir perdu les 2 premiers sets, il a brillamment enchaîné les 3 suivants, 6-0, 6-3, 6-1. Donc belle victoire en 5-7 pour, Casper Ruud. Oui, et cette victoire lui permet de disputer les huitièmes de l'US Open pour la deuxième fois de sa carrière. On parlait tout à l'heure, hein, de la métronome Elise Mertens, mais c'est vrai que dans son style, Ruud, il est pas mal non plus, hein. Il a été 3 fois finaliste en Grand Chelem, dont l'US Open en 2022, hein, et cette défaite contre Carlos Alcaraz. Il est donc toujours en quête de son premier titre du Grand Chelem, le Norvégien. Alors Alexander Zverev et Thomas Martin Etcheverry, eux, quand je me suis réveillée ce matin, je me suis dit: «Tiens, ils sont toujours sur le cours». Le temps de faire un petit calcul, il était 2h30 du matin à New York quand ils ont terminé. Jamais idéal, hein, pour la récupération parce que, le temps de sortir du terrain, de faire, le cool down comme on appelle, d'aller en conférence de presse, toute l'énergie qu'on a pu mettre dans le match, on va pas se coucher comme ça, tout de suite donc ça l'est à mon avis, il a dû se coucher à 4-5 heures du matin. C'est toujours difficile pour l'organisme, en tournoi du Grand Chelem, mais ce n'est pas un record d'être sorti si tard du terrain puisqu'en 2022, Carlos Alcaraz et Yannick Sinner s'étaient livrés à un quart de finale d'anthologie qui, lui, s'était terminé à 2h50 du matin, au bout d'un duel de 5h15, finalement remporté en 5-7, faut-il le rappeler, par, Carlos Alcaraz. Et pour revenir à Zverev, hein, qui a été finaliste de cette édition 2020, tout team avait remporté son seul tournoi du Grand Chelem. On l'a déjà évoqué lors d'un précédent podcast. L'Allemand, lui, a fait valoir son statut de favori, vu qu'il s'est finalement imposé en 4-7. Il a perdu le premier set, 7-5. Et puis la deuxième manche était également accrochée, 7-5. Et il a ensuite davantage déroulé dans les deux sets suivants, 6-1 et 6-3, pour rejoindre à nouveau un huitième de finale de Grand Chelem où il affrontera la belle surprise, hein, de cette US Open, l'Américain Brandon Nakashima, joueur américain classé aujourd'hui 50e mondial et qui fait vraiment une saison extraordinaire. Il est venu disputer le BWA Open au mois de janvier. À ce moment-là, il Ouais. était classé à la 127e place mondiale après avoir été blessé longtemps. Alors qu'aujourd'hui, donc comme je viens de le dire, il est 50e mondial. Et surtout, c'est important à préciser aussi, lorsque le prochain classement ATP sera diffusé, il sera au minimum 39e. Donc vraiment
belle évolution à souligner, beau joueur dont les qualités s'expriment très bien sur dur. Ouais, très discret, hein, Brandon Nakashima, quand il était venu, au BOE Open justement, très discret, très poli. Il revenait, il était sur le retour parce qu'il a été 43e mondial, mais il revient maintenant vraiment, au top niveau et après avoir sorti Holger Rune au premier tour, cet Américain de 23 ans s'est payé une autre tête de série, en battant Lorenzo Musetti, vainqueur en 4-7. Nakashima rejoint donc les huitièmes de finale, comme ce fut déjà le cas en 2023. Et ce match aussi m'a tenu éveillé en haleine. Je parle évidemment du combat des titans américains et showmen. Hein. On sait ces deux joueurs que sont Ben Shelton et Frances Tiafoe. C'est vraiment des joueurs expressifs que j'adore voir jouer. Et ce match a tenu toutes ses promesses. Franchement, c'était un thriller à rebondissement en 5-7, finalement remporté par Tiafoe. Une très belle accolade entre les deux hommes est aussi l'une des images du jour à New York. Un match incroyable à suivre, notamment dans le tie-break d'un set. Shelton menait 6-0 avant que Tiafoe remonte à 6-5 et puis finalement Shelton remporte ce tie-break. C'était vraiment une belle propagande pour le tennis et Ah oui, moi j'étais encore sur le terrain de paddle en tournoi, mais je l'ai enregistré et je crois que je vais me le refaire parce qu'apparemment ça avait l'air somptueux. Comme si j'avais pas encore assez de tennis pour le moment, on va s'en remettre encore une petite couche. Mais voilà ce qu'on pouvait dire, sur, ce day 5 à l'US Open et c'est déjà pas mal. Merci beaucoup David de m'avoir, aidé à préparer, ce podcast comme tu le fais toujours si bien. avec plaisir. On rappelle que ce samedi soir à 17h, c'est un autre champion, David Goffin, affrontera Thomas Matchak avec l'objectif de prendre sa revanche après cette douloureuse défaite à Wimbledon. David tentera aussi d'inscrire un 5e huitième de finale à l'US Open à son palmarès. Allez, plus que 4 heures et on y sera. On va voir ça vraiment. Je pense que David en a encore sous la pédale. Il a un tableau qui est dégagé. Enfin, on va pas voir plus loin, mais Thomas Matchak, il est complètement à sa portée, hein. Et David est dans une telle forme, il a une telle confiance qu'il habite que j'ai plus qu'envie d'y croire et il sera au minimum 63e mondial et il peut encore grimper pour pourquoi pas réintégrer le top 50 et c'est vraiment tout ce que je lui souhaite parce que on oublie parfois un peu vite qu'il a été 7e mondial en 2017, qui nous a procuré énormément de moments de joie. Et voilà, on y croit, j'y crois en tout cas. Oui, alors exceptionnellement, on va vous donner rendez-vous lundi et pas dimanche parce que, j'ai une bonne excuse David, mais je suis en demi-finale des interclubs, au niveau national et du coup, ça se joue le dimanche, je peux vraiment pas, laisser, tomber mes copines. Donc malheureusement demain, impossible de vous proposer une quotidienne, mais ce sera, pour lundi. Donc, on se retrouve lundi David pour débriefer évidemment. On aura eu le temps de cogiter un peu pour débriefer du match, de David Goffin. Porte-toi bien, d'ici là. Merci encore d'avoir veillé tard hier soir. Avec plaisir, Christelle, merci à toi. Passe également un bon week-end et bonne merde, hein, comme on dit dans ces cas-là. Demain, je compte sur toi pour annoncer à tous les auditeurs que tu as rejoint la finale ce week-end. Merci beaucoup. À très vite tout le monde. Ciao.